parce que moi, j'ai rien contre les incinérateurs qui existent, ceux qui sont en place, mais je dis qu'à quelque part, faisons un peu comme nous l'ont dit notamment les derniers textes qui sont sortis. Commençons d'ailleurs par réutiliser les produits, par les recycler, par faire en sorte finalement d'en refaire quelque chose. Et si vraiment au bout, il en reste dont on ne sait vraiment pas quoi faire, donc là, il s'agit de s'entendre pour choisir, ou alors de la mise en décharge, ou bien de l'incinération peut-être, enfin bref, d'autres moyens. Mais ça, on verra au courant du débat ce qu'on peut faire. Alors ici, bon, nous sommes sur Maurice, et bien évidemment, au niveau, commencer à dire, on va régler le problème par l'incinération, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de notre siècle. Ça, c'est le siècle passé. Dans le nouveau siècle, toutes les nations, par rapport au développement durable, par rapport aux nécessités de préserver la planète, disent commençons à recycler, faisons tout ce que nous pouvons, et ce n'est qu'au bout, tout au bout, quand on n'arrive plus à faire quoi que ce soit, qu'on va effectivement vers ça. Alors bien sûr, pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte, autour de chez nous, ben, c'est pas là-dessus que je vais m'étendre, d'ailleurs, contrairement à l'entrée que vous avez faite à l'introduction, je m'excuse, hein, on a beaucoup parlé de ça, mais bon, on sait, c'est dangereux en termes sanitaires, on sait que c'est financièrement ruineux, car nous avions effectivement des contrats qui faisaient que les collectivités étaient obligées d'amener un certain nombre de tonnes à l'incinérateur par an, et si elles ne les amenaient pas, eh bien, elles étaient pénalisées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'on ne pouvait pas trier. Parce que dès qu'on trie et que ça va en valorisation matière, on n'atteint plus les quotas dans l'incinérateur. Alors on se fait pénaliser. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de Français qui nous disaient, mais attends, à quoi ça sert de trier? Plus on trie, plus on paye. Ben oui, parce qu'après, il faut payer les pénalités, bon, on ne s'en sort pas. Alors, dans les textes du Grenelle de l'environnement, le dernier, là, on est arrivé à faire en sorte que maintenant, c'est interdit pour un incinérateur de faire des contrats d'approvisionnement avec les communes. Une commune, une collectivité, on ne peut plus signer un truc comme quoi je m'engage à vous amener 30 000 tonnes par an ou 40 000 tonnes. C'est fini ça. On n'en parle plus, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Eh bien, on s'est rendu compte que quand il y avait ces contrats qui étaient en place, on ne pouvait pas évoluer dans le domaine du tri. Le tri devenait complètement illusoire et impossible parce que la priorité, c'était de remplir d'abord l'incinérateur. Parce que l'incinérateur, attention, il faut qu'il soit rempli pour avoir des conditions de température qui soient satisfaisantes pour éliminer le plus possible de substances toxiques. S'il n'est pas rempli, il fonctionne mal, il ne chauffe pas assez, il rejette plus de dioxine, enfin c'est vraiment le bazar. Donc la priorité devient la machine à brûler. Et puis après, s'il reste des trucs, bon, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Donc ça, c'est une des raisons. Donc c'est financièrement ruineux. Nous, l'incinérateur de Mulhouse, il est 565 petit par rapport au projet qui est ici, 575 000 tonnes. Donc on a estimé le coût au début par les entreprises, c'était Merlin notamment qui était là-dessus. Il nous a dit, votre incinérateur, il va coûter 35 millions d'euros. Eh bien aujourd'hui, il a été inauguré en 2002, 2001. Eh bien aujourd'hui, on sait effectivement que l'incinérateur de 32 millions d'euros, il est passé à 108 millions d'euros. Donc ça veut dire que nous, les collectivités, tout le monde, enfin, est obligé de payer ça. Et on a d'autres problèmes majeurs qui interviennent. Donc ça commence à être, ça pose question. Alors, c'est contraire à toute méthode d'évolution durable. Quand on met ça en tête de procédé, on dit, on va régler le problème des déchets avec ça, mais c'est fini, on n'est plus dans le développement durable. Puis ensuite, c'est un procédé pratiquement, dramatiquement sclérosant, parce que toutes les structures, qu'elles soient politiques ou administratives, elles doivent se caler sur le fonctionnement de l'incinérateur, parce que la nécessité, c'est de le remplir au mieux et de le faire fonctionner. Et généralement, les emprunts qui sont faits dans ces cas-là pour financer la construction d'un incinérateur, c'est vrai au niveau mondial, c'est 20 ans. Donc dès que vous mettez le pied là-dedans, pour 20 ans, vous ne bougez plus. Alors c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays, effectivement, où ce genre d'outil, effectivement, fonctionne aujourd'hui. Alors, ça, par contre, on m'en avait parlé au téléphone. Et je vais dire un petit mot quand même de cette dioxine. Et cette dioxine 2378 PCDD, celle-ci notamment, c'est celle qui est le plus incriminée au niveau des cancers et tout le reste. Hein. Alors, il faut savoir aussi que quand on fait un feu, on produit des dioxines.
mais il y a plus d'une centaine de variétés de dioxines. Et toutes ne sont pas pénalisantes pour la santé humaine de la même manière. Il y en a à peu près, en gros, une bonne quinzaine de ces dioxines qui effectivement sont pénalisantes. Il faut bien le savoir. Et la plus pénalisante de toutes, qui a fait l'objet d'études, de recherches, de communiqués scientifiques, c'est la dioxine 2,3,7,8-PCDD. Alors, je vais user, vous allez patienter pendant, ça va durer 1 minute 15, je vais vous expliquer comment se forme la dioxine dans un incinérateur, parce que c'est hyper important. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte de plein de choses. Donc, quand vous prenez une allumette et que vous faites brûler quelque chose, eh bien, vous allez avoir, la première chose qui va se faire, vous allez avoir de la fumée qui va se dégager, elle peut être noire, et ce que vous voyez de noir qui sort de la fumée, c'est effectivement des atomes de carbone. Donc ces atomes de carbone, ils vont se disperser, et ils ne se dispersent pas tant que ça, parce que les atomes de carbone, ils ont tendance à se grouper par 6. Vous me direz pourquoi? Ben, c'est comme ça, hein, c'est une des règles de la chimie, ils se groupent par 6. Alors on continue, donc on en met effectivement comme ça, on en met 2 fois 6, et on va fabriquer effectivement, voilà, deux entités spécifiques. Si on brûle d'autres choses avec, qui vont par exemple dégager de l'hydrogène, voilà. Alors ici on va avoir deux nouvelles molécules qui se sont faites. Elles se sont faites avec 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Alors ça, j'ai fait ça avec une allumette, hein, j'ai allumé quelque chose. Eh bien là, on vient de fabriquer, mesdames et messieurs, tous ensemble, C, carbone C6, H, hydrogène 6, qui est du benzène, produit hautement cancérogène. C'est pas compliqué. Donc là, on a déjà fabriqué du benzène dès qu'on commence déjà à brûler d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, vous me direz, il faut qu'il y ait du carbone, il faut de l'hydrogène. Donc jusque-là, c'est assez simple. Alors, ces molécules de benzène, elles vont se balader. Elles ne se regardent pas. Mais par contre, lorsque la température va augmenter, à une certaine température, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, c'est comme certaines soirées particulièrement chaudes, tout d'un coup, les molécules sont prises d'affection l'une pour l'autre. Et paf, elles se paxent par 2. Et quand ces 2 molécules se paxent, eh bien, vous avez une nouvelle molécule qui n'est plus du benzène, mais qui devient du biphényl. Alors ce biphényl, il y a des gens pour qui ça ne veut pas dire grand-chose, mais le biphényl, ça pose problème, parce que quand vous balancez du biphényl dans une rivière, eh bien les mâles deviennent stériles, ou ils arrivent à se transformer en femelles. Donc là, on est devant un perturbateur endocrinien extrêmement puissant. Aujourd'hui, on retrouve ce biphényl dans les cas notamment de blocage de la reproduction de certaines espèces aux quatre coins du globe. Alors bien sûr, vous pouvez dans votre tas avoir autre chose qui peut brûler. Et puis, bien sûr, parmi les choses qui peuvent brûler, vous pouvez avoir effectivement du chlore. Alors c'est pour ça que j'ai mis ces 3, 4, 5, 6, 7, 8 numéros, ou 9, parce qu'ils correspondent effectivement à ceux-là là-haut, hein, pour montrer effectivement où le chlore va se fixer. Donc si dans votre feu, vous balancez par exemple du PVC, polyvinyl chlorure, C, c'est du chlorure, il y a du chlore, eh bien vous allez avoir des atomes de chlore qui vont se dégager. Et si les atomes de chlore se dégagent, ils vont venir se fixer. Alors dans cette dioxine-là, 2, 3, 7, 8, PCDD, ils se fixent sur le 2, sur le 3, sur le 7, sur le 8, voilà, il en manque un ici, voilà. Et là, mesdames et messieurs, une fois que vous avez ça, vous n'avez plus du biphényl, c'est fini. Vous avez chloré votre molécule. Et à partir de ce moment-là, ça devient, et vous le connaissez celui-là, c'est du polychlorobiphényl ou PCB. Et PCB, vous savez ce que ça fait aujourd'hui en France? Que vous preniez le Rhône, que vous preniez tous les grands fleuves, aujourd'hui, on n'a plus le droit de pêcher, fini. Parce que les poissons sont bourrés de biphényl, et les pêcheurs qui mangent ces poissons, ils ont des problèmes extrêmement sérieux au niveau santé, au niveau cancérisation, enfin, il y a plein de problèmes qui arrivent. Mais malheureusement, cette molécule, elle n'a pas fini d'évoluer. Parce que quand vous brûlez également en grosse quantité et que vous montez des températures élevées, eh bien, vous allez faire péter notamment les molécules d'O2, l'oxygène que nous respirons, qui est nécessaire à la combustion, et qui va éclater. Et lorsque vous avez un atome d'oxygène qui passe comme ça, il va venir se fixer ici.